Chers auditeurs de Toxin, bonjour, bonsoir, merci d'être à ces rendez-vous. Comme annoncé sur nos réseaux sociaux, donc Toxin reprend du service avec cette actualité extrêmement riche que les politiques nous offrent depuis 2 semaines. Alors effectivement, il y a ce krach boursier dont on va parler aujourd'hui, qui affole les bourses d'abord asiatiques, puis qui s'est étendu en Amérique et en Europe. Nous avons le chaos politique français qui demeure, hein, malgré cette trêve olympique artificielle annoncée par Emmanuel Macron. Et puis, nous avons les émeutes en Angleterre, le risque de conflit au Proche-Orient. Donc tout ça, voilà, Toxin ne pouvait pas rester les bras ballants sans traiter ces sujets. Et donc, je vous propose de me retrouver tous les jours de la semaine à 18 h pour un rendez-vous quotidien avec un invité pour justement éclairer nos auditeurs sur un sujet en particulier. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Philippe Murer. Bonjour Philippe. Bonjour Valentin et bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Alors l'avantage de Philippe Murer, c'est qu'il a plusieurs casquettes, donc celle d'abord de l'économiste qui a travaillé sur les marchés financiers, qui est spécialiste des questions de l'énergie, donc il va pouvoir nous éclairer sur ce qui se passe au niveau financier, et puis aussi un analyste politique, puisque Philippe, vous avez fondé récemment, après les élections législatives et européennes, le mouvement politique citoyen. Et vous l'avez annoncé d'ailleurs aussi sur nos antennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative, là où est-ce que vous en êtes à peu près 2 mois de cette création de mouvement? Oui, ça fait non même un mois quoi. Ça Un doit mois? faire à peu près un mois qu'on l'a lancé. D'ailleurs, on l'a lancé sur Toxin quoi, notamment. Donc on vous remercie de nous avoir donné la parole. Le but est de rassembler tous les gens qui croient, qui veulent la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, l'arrêt des flux d'immigration et la France puissance de paix et non une puissance qui veut la guerre. En fait, on est parti du constat que ça fait 5 ans qu'on essaye de rassembler tous les souverainistes, qu'on n'y arrive pas, que les chefs souverainistes veulent rester chacun dans leur parti. Ce ne sont pas des partis normaux, parce que des partis où il y a tout un tas de gens qui discutent ensemble, qui amènent leurs idées, leur intelligence, leur talent, et c'est de cela, c'est un groupe qui permet d'avoir les meilleures orientations politiques et la meilleure communication possible. Donc, avec Olivier Piacentini, économiste et essayiste, avec Laurent Inger, historien, et d'autres qui sont en train de nous rejoindre, comme Sébastien Béraud, qui avait d'ailleurs été lancé sur la chaîne de Toxin Media, hein, comme quoi Toxin n'est pas mauvais, et Détecteur de bien, talent. et d'autres. Ouais, un vrai talent. En fait, on est en train de faire un parti et de rassembler tous les intellectuels souverainistes, tous les citoyens souverainistes qui veulent agir pour sortir de ce problème où les souverainistes sont tombés à 1%, alors qu'ils représentent 36% de la population. On a un problème, on essaie de le résoudre. Voilà. Mais passons à nos sujets et on aura le temps de discuter de tout ça. Absolument, parce que l'actualité est très riche et je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui pour livrer ces analyses. Donc on va commencer avec ce krach boursier. Alors qu'est-ce qu'il en est? Donc on rappelle que depuis vendredi et surtout depuis lundi, la bourse historique la bourse de Tokyo a clôturé avec une chute historique, moins 12,4%. La raison serait un rapport sur l'emploi aux États-Unis qui est beaucoup plus négatif que prévu. Et donc, cette crise cette étendue, hein, jusqu'en Europe et jusqu'à Wall Street, en notamment des entreprises stratégiques sur le secteur des technologies, donc Amazon, Nvidia notamment. Donc, il y a une bulle aussi de toutes ces entreprises technologiques qui est en train d'éclater. Alors, voilà, c'est expliqué, Philippe Murer, pour des gens qui n'auraient pas vraiment de notions précises de comment peut fonctionner un marché, comment fonctionne une monnaie, comment fonctionne une bourse, de ce qui est en train de se passer en ce moment, en fait. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que grosso modo, en 15 jours, le Nikkei a baissé de 25%, avec une chute accélérée de 12% effectivement lundi. Donc c'est un véritable krach boursier. Il y a le Nasdaq aussi qui a baissé de 12%, après avoir beaucoup monté, mais une chute extrêmement violente. Et on a le yen qui a baissé de 1 dollar égale 160 yens à 1 dollar égale 141 yens en l'espace de quelques jours. Donc ça a été une crise extrêmement violente. Alors pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir quand même à tout vient d'ailleurs comme beaucoup de choses dans notre vie politique aujourd'hui, de ce qui s'est passé dans les années 70-80, c'est-à-dire le libre-échange et la financiarisation, c'est-à-dire un système qui favorise et les multinationales et les riches et qui crée énormément de déséquilibres. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que personne n'a vraiment la main depuis lors sur son économie. Chacun doit trouver en fait tout simplement sa place dans un système économique complètement interconnecté au niveau international. Alors, les Américains, je vais essayer de caricaturer l'économie mondiale. On a les Américains
qui sont les inventeurs des technologies d'aujourd'hui, et les consommateurs du monde. C'est eux qui consomment le plus et qui relancent la consommation quand il y a un problème de consommation au niveau mondial. Donc, ils dominent le monde par la com, la technologie et la finance. On a la Chine qui s'est insérée là-dedans, dans ce jeu, comme l'atelier du monde, qui produit énormément et qui veut dominer le monde, elle, par la production. Et enfin, on a le Japon qui a un rôle très particulier, peu connu, et là, ce rôle se dévoile en ce moment, qui est exportateur de capitaux pour le monde entier. Et donc, tout pousse chaque acteur à être irresponsable et dans une fuite en avant, puisque finalement, personne n'a la main réellement sur son économie. Tout le monde est donc irresponsable et un petit morceau du puzzle mondial. Donc, les Américains, le problème, c'est que dans cette mondialisation financière qu'ils ont voulu, ils génèrent des déficits commerciaux gigantesques de 600 milliards d'euros par an. Ce qui veut dire que c'est quand vous achetez 600 milliards de plus à l'étranger que vous importez, que vous exportez, eh bien, ça veut dire qu'il faut trouver chaque année minimum 600 milliards d'euros de dette de plus, qui est soit une dette privée, soit une dette publique. Donc, on a de plus en plus de dettes aux États-Unis et de moins en moins de croissance. Aujourd'hui, il faut bien comprendre, parce que les Français adorent se plaindre de leur situation, mais aux États-Unis, il y a un déficit public qui est encore pire qu'en France. Pourtant, ce n'est pas un pays communiste, comme diraient les libéraux. On a 7% de déficit sur PIB et c'est ça qui a permis d'avoir 2% de croissance. Donc, ça montre l'ampleur du problème. Parce que plus vous dépensez par le gouvernement, évidemment, plus vous avez d'activités dans le privé à court terme, même si à moyen terme. Autre chose, la Chine, elle, a le rôle exactement inverse. Elle engrange de plus en plus d'excédents commerciaux de façon tout à fait égoïste en développant son industrie. Elle a 1000 milliards de dollars d'excédents commerciaux par an. Le problème, c'est que l'argent n'est pas redistribué aux citoyens. En tout cas, il l'est, mais les citoyens n'ayant ni retraite, ni sécurité sociale, c'est-à-dire ni assurance maladie, épargnent beaucoup trop. Donc, on se retrouve avec des gens qui dépensent beaucoup trop, les États-Unis, et des gens qui épargnent beaucoup trop, la Chine. Il faut bien comprendre que la Chine n'a pratiquement plus de croissance. Elle a un problème immobilier gigantesque, un peu comme celui auquel avait dû faire face le Japon dans les années 90. Et en plus, elle a un problème démographique immense puisqu'elle a une réduction de sa population active année après année depuis quelques années. Le Japon, lui, il a des problèmes qui remontent aux années 90. Il a plus de croissance et il a une population qui baisse. Donc, pour faire face à ça, les Japonais n'ont pas été mauvais. Ils ont réussi à bricoler avec leur économie dans un contexte très difficile. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis les taux à zéro depuis 16 ans, des taux qui restent structurellement à zéro, pour essayer de relancer une économie complètement anémiée par la baisse de la consommation due au nombre d'habitants qui chute et par le fait que le Japon, en plus, est un pays cher, près de la Chine, qui a du mal, et effectivement, industriellement, c'est difficile pour eux. Donc, comme tout le monde sait qu'il y a des taux zéro au Japon, le monde entier emprunte au Japon. Et là, c'est vraiment pas du tout une petite chose, c'est que le monde entier a emprunté 20 000 milliards de dollars au Japon. C'est ce qu'on appelle le carry trade. 20 000 milliards de dollars, ça veut dire 5 fois le PIB japonais. C'est dire les déséquilibres qui sont gigantesques et qui sont aux origines de cette crise. Que fait le monde entier? En fait, les traders, les spéculateurs du monde entier, ils vont emprunter des yens à 0%, puisque les taux sont à zéro, et ils savent qu'ils vont être durablement à zéro. Ils vendent ces yens, ils achètent avec ces yens du dollar, australien, canadien, américain, et ils vont placer dans des devises où il y a des rendements de 4%, donc en Australie, aux États-Unis, au Canada, ou alors même dans les actions technologiques. Donc vous voyez que ce sont des risques qui sont gigantesques. Pour le moment, ça marche, mais quand ça ne marche pas, ça perd très gros. Et en fait, on a un système totalement malsain où tout le monde se surendette. États-Unis, Chine, France, Royaume-Uni, Japon, tout le monde est à peu près à 300% de dette sur PIB, des niveaux qui correspondent toujours à des niveaux de problématiques absolument gigantesques. On a de moins en moins de croissance, de plus en plus de dettes et de plus en plus de déséquilibre. Et ce qu'il faut bien comprendre, que le vrai problème, c'est cette mondialisation, parce qu'en plus, si vous voulez, personne ne peut vraiment relancer maintenant chez lui, parce que quand il relance chez lui, il relance les économies, les autres économies des autres pays, puisque tout le monde est très ouvert sur les exportations. Si la France se met à relancer avec 30 milliards de dollars, 30 milliards d'euros par exemple de dépenses publiques, on va se retrouver avec beaucoup de consommation à l'extérieur, on va relancer beaucoup l'extérieur et peu l'intérieur. Donc on est dans une quadrature du cercle qui nous amène à de vraies problématiques. Est-ce qu'on peut résumer ça par un système financier dans lequel on se serait tous hyper spécialisés
Donc chacun fait sa propre tâche, sauf que du coup, ça nous rend complètement interdépendants. Et comme il n'y a plus de tête pour chapeauter, de stratégie, comme il n'y a plus, comme il n'y a pas d'intérêt commun artificiel créé par cela, ça fait qu'on a un système où tout le monde tire de la couverture de son côté et finalement ça finit par déchirer le drap, quoi, quelque part. C'est une très bonne image, effectivement, c'est exactement ça. Alors, pour éviter de déchirer complètement le Oui. drap, Comment on en fait? fait, ce qui est fait depuis 2008, c'est-à-dire depuis 16 ans, depuis la crise immobilière aux États-Unis qui a éclaté, la crise des subprimes, en fait, ce sont les banques centrales qui créent de la monnaie. C'est-à-dire que les banques privées sont trop petites pour créer assez de monnaie, donc c'est les banques centrales qui elles-mêmes distribuent l'argent, hein, créent l'argent de zéro, qui créent énormément d'argent pour aller acheter de la dette publique. Il faut comprendre que la Banque du Japon a acheté la moitié de la dette publique du Japon. Elle achète même de l'indice Nikkei en proportion importante. La Fed, aussi la Banque centrale américaine, a acheté beaucoup de dettes publiques américaines parce que sinon, l'État n'arrive plus à se financer, les taux sont trop hauts. Pareil, la Banque centrale européenne a acheté énormément de dettes françaises, allemandes, italiennes, etc. Sinon, les États seraient déjà quasiment en faillite. Donc cette création de monnaie, ça a marché pendant quelques temps. Ça a permis des taux zéro aux États de se refinancer facilement, alors même qu'il y avait plein de problèmes économiques qui étaient cachés sous le tapis et que le drap risquait d'être déchiré. Donc ils ont caché ça sous le tapis. Le problème qu'ils ont eu, c'est qu'à force de créer de la monnaie, il y a eu une poussée d'inflation. Il y a trop de monnaie, donc elle est dévalorisée par rapport au bien. La poussée d'inflation, ça fait justement des taux élevés et ça pose encore plus de problèmes en cascade à toute l'économie. Et il faut bien comprendre que on a maintenant des monnaies qui deviennent chaotiques, puisque c'est même plus le problème des marchés financiers, finalement, des marchés boursiers qui sont surévalués comme en l'an 2000, c'est le fait qu'on ait peur que certaines monnaies s'effondrent. Hein, c'est ainsi que le Japon, le yen, il est passé à 1 dollar vaut 160 yens. C'est-à-dire qu'il est passé de 1 dollar égale 100 à 1 dollar égale 160 yens en 4 ans. Je veux dire, la monnaie ne faisait que se dévaloriser, la monnaie japonaise. Elle est presque 2 fois moins chère que ce qu'elle devrait. Et tout ça poussé par des phénomènes financiers, etc. Comme tout le monde a joué dans le même sens, en fait. Le problème, c'est qu'en plus, tout le monde joue dans le... On achète le Nasdaq, tout le monde vend le yen, et donc à un moment donné, tout se déboucle en même temps. Tout le monde veut vendre, à ce moment-là, veut acheter du yen, et le yen s'effondre. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Dans les marchés financiers, une grosse monnaie qui, en 15 jours, perd 15% de la valeur, c'est du jamais vu, à part peut-être la livre sterling qui avait décroché du système euro, qui était un truc très particulier. Sinon, on n'a jamais vu ça. Donc, ces déséquilibres sont insoutenables. Tout peut éclater du jour au lendemain. Là, on a eu le yen, les bourses japonaises, européennes, américaines qui ont été touchées, les économies qui pourraient être touchées par tous les gens qui sont aussi qui sont des auditeurs, mais qui sont aussi parfois des épargnants. Si vous avez de l'épargne, il faut bien comprendre que cette crise financière, elle pourrait se faire s'effondrer des banques très rapidement. Je n'ai aucune idée de quelle banque risque de s'effondrer en France ou pas. Est-ce qu'il y a le risque est très important ou pas? Parce que les bilans bancaires sont très bancaires. Il suffit qu'une grosse banque américaine comme Lehman Brothers, vous vous rappelez, à ce moment-là, c'est toutes les banques de la planète qui risquaient de faire faillite. Donc, on ne sait pas exactement, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut surtout avoir ses œufs dans différents paniers. Donc, si vous avez plus de 100 000 euros d'actifs, dans plusieurs banques, plusieurs groupes bancaires différents, c'est-à-dire vous mettez une chez LCL, une autre chez BNP, une autre chez Société Générale, pour répartir vos risques et pour être certain, parce qu'à 100 000 euros, si vous perdez, tiens, la banque fait faillite, on vous rembourse votre épargne. L'État fera en sorte de rembourser votre épargne. Je pense que là-dessus, l'État ne va pas vous faire perdre votre épargne, puisqu'à ce moment-là, politiquement, ça serait trop risqué. Autre chose que je vous conseille, c'est, dans ces conditions, placer en valeur sûre. Les valeurs sûres, c'est l'or. Avoir un petit peu d'or, ça vous permet d'avoir une couverture. C'est-à-dire que si tout s'effondre, l'or montera. C'est ce qui s'est passé dans les années 30 quand il y a eu des problèmes financiers très importants. Et investissez dans ce que vous comprenez, c'est-à-dire de l'immobilier à des prix raisonnables, même si l'immobilier baissera s'il y a une crise, il baissera beaucoup moins
que les actions et tous les actifs financiers qui peuvent complètement s'évaporer. Donc là, on est clairement dans une situation où il faut se protéger contre l'épargne, contre un potentiel effondrement, pardon, pas contre l'épargne, mais où vraiment, ce que vous craignez vous, et vous, Philippe, vous avez travaillé dans les marchés financiers, donc vous savez de quoi vous parlez, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu et que donc on ne connaît pas pour l'instant jusqu'où la crise peut aller. C'est-à-dire, là, on parle des niveaux qui sont même supérieurs à 2008, on est d'accord? Exactement. La crise, de toute façon, il y a encore beaucoup plus de dettes qu'en 2008. En plus, ça fait 16 ans que les gens avaient des taux zéro pratiquement. Pendant 14 ans, les gens ont eu des taux zéro. Donc, en fait, tous les financiers de la planète ont surspéculé, encore plus qu'en 2000 et en 2008. En fait, personne, moi je suis les blogs de Wall Street, personne ne sait exactement quel est le niveau de risque, où sont les principaux risques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, mais ce qu'on sait, c'est que les risques sont absolument gigantesques, et là, ce dont il s'agit, c'est de protéger votre épargne. Voilà. Le but n'est pas de prendre des risques aujourd'hui, c'est de protéger l'épargne pour éviter que de perdre son épargne au moment où en plus l'épargne est problème. Absolument. Et Donc là, on a une crise générale qui approche. Est-ce que voilà. ça va reprendre? Peut-être qu'on va remonter un petit peu dans les prochains jours. Quand est-ce que ça va? Généralement, quand il y a 25% de baisse comme ça d'un marché financier, il y a quelque chose qui est cassé. Donc, dans les mois à venir, la crise va reprendre et elle va s'approfondir. De toute manière, le vrai problème qu'il y a, et c'est là où il faut que vous protégiez votre épargne, c'est que la seule façon pour les banques centrales de répondre à une nouvelle crise des marchés financiers, ça va être de créer plus de monnaie. Et là, si on crée plus de monnaie, c'est pas l'inflation qu'on risque, c'est l'hyperinflation. Et donc, c'est la destruction de l'épargne. Donc, tout ça va mal finir. Il faut se protéger de façon importante. Dernière remarque en plus, parce que ça fait sens. Vous savez qu'il y a des élections américaines. Bien sûr. Trump a une chance importante d'accéder au pouvoir. Et lui, il veut régler les problèmes et briser le cercle vicieux. En tout cas, c'est ce qu'il dit. La première chose qu'il dit, en gros, sans le dire explicitement, c'est qu'il ne veut plus que les États-Unis soient un empire qui finance les guerres, qui fasse des guerres au monde entier, qui finance et qui protège le monde entier, entre guillemets, par son armée, avec des bases partout. Trump veut que les États-Unis redeviennent une nation comme les autres, un peu plus forte que les autres, supérieure aux autres, mais une nation comme les autres. L'autre chose, c'est qu'il a bien compris que le problème, c'est la production qui a fui les États-Unis comme elle a fui la France. Il veut qu'elle revienne aux États-Unis. C'est ça qu'il dit quand il dit Make America Great Again. Bon, il y a quelque chose qu'il va faire, mais qui a beaucoup de risques d'exécution, c'est qu'il a dit qu'il allait mettre des droits de douane sur le chinois. 60%. Aujourd'hui, les droits de douane sur un certain nombre de produits chinois sont autour de 25%. Donc, forcément, ça sera déstabilisant pour la Chine, mais aussi un peu pour les États-Unis, mais ça permettra aux États-Unis de rebondir et il va mettre 10% de droits de douane vers le reste du monde, même vers l'Europe a priori. Donc tout ça est une très bonne chose, ça va permettre de rapatrier, de remettre de l'équilibre dans l'économie américaine et même mondiale, mais ce processus est risqué parce qu'il y a des risques élevés d'exécution, avec des risques d'inflation, de crise de la dette au passage. On pense qu'il va bien le gérer, mais en tout cas, c'est risqué. Donc on rentre dans une zone à risque extrêmement importante, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et un autre mot aussi sur cette crise, Philippe Murer, c'est sur les crypto-monnaies, puisque les crypto-monnaies se sont également effondrées. On pensait pendant un temps que que ces monnaies-là permettaient justement de pallier aux crises, d'avoir un système monétaire à peu près transparent. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez aussi sur les crypto-monnaies, puisque voilà, elles se sont aussi effondrées et elles font partie de la crise. Et puis ensuite, on ira sur les prix de l'énergie. Alors moi, je vous dirais, déjà, si vous voulez travailler sur une crypto-monnaie, ne travaillez, et ça, c'est vraiment l'expérience de quelqu'un qui a travaillé pendant des années, 15 ans sur les marchés financiers, ne travaillez que sur le Bitcoin. Plus vous allez travailler sur des crypto-monnaies périphériques, plus les risques vont être élevés et moins ça sera maîtrisé. C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir des crypto-monnaies qui vont aller vers zéro. On l'a vu, hein, on l'a vu l'année dernière avec Sam, comment il s'appelait, Bankman-Fried, je crois, qui Oui, a fait faillite. absolument. C'était le numéro 2 mondial des crypto-monnaies. Et il y a des crypto-monnaies qui sont allées à zéro. Le Bitcoin a divisé par 4, mais il n'est jamais allé à zéro. Donc vous prenez moins de risques. Si vous voulez travailler sur une crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Deuxième point important, moi, j'y crois pas aux crypto-monnaies parce que c'est pas un actif qui prend ou qui perd 10% par jour, ce n'est pas une crypto-monnaie. Puis sachez une dernière chose, même si je ne vais pas me faire que des amis, Wall Street a pourri le système des crypto-monnaies. C'est-à-dire que le Bitcoin devait être en nombre limité.
En fait, je crois qu'il y avait 21 000 bitcoins disponibles, si je me trompe pas. Et en fait, Wall Street a créé, avec les futurs sur Bitcoin et les ETF sur Bitcoin, un moyen de créer des Bitcoins supplémentaires. Donc le Bitcoin a perdu de sa superbe par là. En plus, je vais vous dire, les gens pensent que les crypto-monnaies vont vous permettre d'échapper au gouvernement, mais évidemment que s'il y a des gouvernements autoritaires, voire totalitaires, on va vous couper l'accès aux crypto-monnaies, c'est-à-dire on vous coupera l'accès à Internet, on vérifiera ce que vous faites, on vous interdira d'avoir des VPN. Donc ça va être extrêmement compliqué, à moins d'être un expert de la sécurité informatique, de pouvoir gérer vos crypto-monnaies. Donc ne travaillez pas sur les crypto-monnaies. Si vous voulez des protections, acheter de l'or directement. Je pense que c'est beaucoup plus sûr que les crypto-monnaies. Bon, merci Philippe Maire pour ces analyses en tout cas, et puis sur voilà, cette fausse bonne idée en tout cas selon vous des crypto-monnaies. On va continuer à parler de chaos et on aimerait bien savoir ce qui va se passer aussi au niveau de l'énergie, puisque là pour l'instant les prix de l'énergie sont effondrés avec cette crise justement, mais comme toutes ces crises, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut aussi redouter une explosion des prix de l'énergie. On sait que déjà l'inflation et que le pouvoir d'achat des Français est extrêmement mise en danger avec les récentes politiques énergétiques. Là, on peut carrément craindre que les gens n'auront vraiment plus de quoi, ne serait-ce qu'alimenter leur frigo. Alors, qu'est-ce qui peut passer aussi de ce côté-là, puisque on a un gros niveau d'incertitude, et puis ensuite on ira sur la politique française, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur ce plan-là. Alors sur l'énergie, s'il y a un effondrement des marchés financiers, le pétrole va revenir sur la zone plutôt basse, donc 50-60 $ le baril. Parce que le pétrole est équilibré par le pétrole de schiste américain qui, lui, vaut le coût d'extraction autour de 50-60 $ le baril. Donc, on aura un prix du pétrole qui baissera à ce niveau-là, le gaz qui baissera peut-être un peu plus vite, mais disons que c'est plutôt une baisse des prix de l'énergie s'il y a un effondrement de l'économie, des marchés financiers et donc de la demande en énergie. Après, à plus long terme, c'est sûr qu'il y a un risque. Personne ne le quantifie, c'est que le pétrole de schiste américain, c'est lui qui a permis de faire augmenter la consommation mondiale comme elle augmente depuis 15 ans. S'il y avait un problème sur le pétrole de schiste américain, qui quand même n'est pas inépuisable, hein, ce n'est pas des quantités gigantesques, il y en a peut-être pour 10 ans, 15 ans, là, il y aura un risque énorme de flamber des coûts de l'énergie, donc ça serait une très bonne idée de construire pas mal de centrales nucléaires, d'être le moins dépendant possible du pétrole, c'est une très bonne idée parce qu'il y a un moment donné où le pétrole manquera. Ouais, ça repose évidemment la question de la souveraineté, puisqu'en fait, on peut résumer cette situation à deux visions qui s'opposent, celle mondiale libérale avec la fin des nations, la financiarisation à tout va, et donc justement cette spécialisation qui mène à la ruine et aux pénuries, et puis en face de cela, une vision plus souverainiste de l'État stratège, de l'État qui protège ses citoyens, et donc ces intérêts opposés font créer un équilibre finalement, alors que dans le système mondial libéral, il n'y a pas d'équilibre, et donc ça finit forcément vers la ruine, et la ruine du peuple surtout. D'ailleurs, on va aller là-dessus, puisque l'actualité politique française est aussi très riche, et vous avez aussi votre rôle d'analyste politique, Philippe Murer, puisque voilà, on a résumé à peu près toutes les crises qui se passaient en ce moment, là dans les 15 derniers jours. On a aussi le conflit avec l'Iran, on va le traiter jeudi prochain, ce jeudi avec Eric Denessé d'ailleurs sur Toxin, je vous conseille vivement d'écouter l'interview. Mais là, on est le seul pays en ce moment qui n'a toujours pas de gouvernement. C'est-à-dire que le monde est en train d'exploser au niveau financier, géopolitique, géostratégique. Et en France, eh bien, on a décrété que l'actualité, c'était les JO. Et que donc, il y avait une trêve olympique qui interdisait tout événement en dehors des JO. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce que ça dit finalement du mal français d'aujourd'hui, d'en être à des niveaux voilà, on doit d'abord nominer un gouvernement avant de réfléchir, ne serait-ce qu'à notre rapport à ces crises-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Philippe Murer? Bah, effectivement, en fait, ça rappelle un peu la période Covid où on ne parlait que de Covid pendant des mois. Mm. Bon, là, ça ne sera pas des mois, ça sera des semaines où on ne parle que des Jeux Olympiques. Vous écoutez France Info, qui est une radio d'info, vous avez 1 heure de Jeux Olympiques pour 15 secondes d'information. Donc, en fait, les médias et le système politique a décidé que c'était une parenthèse enchantée. On est dans les vacances d'été, on a les Jeux Olympiques à Paris. Bon, c'est assez normal d'une certaine manière. Je pense que c'est assez logique que les Français aient envie de se reposer, veulent pas trop penser aux problèmes qui les attendent. Donc, on est dans une espèce de petite parenthèse enchantée. Et les élites se mettent à rêver, les élites entre guillemets, se mettent à rêver
d'un pays docile ou d'un pays où la concorde serait revenue. Oui, on a Mais c'est vu vrai Léa qu'on a un fait. Salamé voilà, se réjouir que Paris était redevenu. En fait, c'était presque la faute des Français s'ils n'étaient pas contents, parce que Léa Salamé était très contente d'avoir un pays et d'avoir une ville où personne se plaignait, où on était tous très contents, où on se prenait tous par les bras. Comme si, en fait, voilà, il suffit de décréter qu'on est joyeux pour que tout aille bien, finalement. Oui, alors qu'en plus, les gens, ils sont pas contents à cause de qui? Bah, à cause de Oui. Macron, Léa Salamé, toute la bande. C'est eux qui font souffrir les Français par des flux d'immigration qui refusent, par une situation économique qui se dégrade sans arrêt en France, par une situation de violence aussi qui affecte particulièrement les jeunes et qui devient insupportable. Donc en fait, cette petite élite est extrêmement heureuse, effectivement, parce qu'elle dit, bah, ces Jeux Olympiques, ça marche, les grincheux, c'est des idiots. Donc en fait, finalement, ils se remettent à insulter un peu plus le peuple, hein, qui n'était pas content que les Jeux Olympiques soient ici, parce que les Français ont décidé d'être bonne patte et de dire, bon, ok, les Jeux Olympiques, on va quand même faire la fête, c'est un moment de retrouvailles, un moment où le monde entier est présent sur le sol français, où il y a du sport, donc c'est un moment sympathique. Mais enfin, les Français ne voulaient pas ces Jeux Olympiques, il ne faut pas l'oublier. Ils savaient très bien qu'on n'avait pas d'argent pour soigner les gens, et donc c'était pas la peine d'aller cramer 12 milliards d'euros pour aller faire des Jeux Olympiques. C'est pas la peine de cramer 1,4 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable. Voilà toute la problématique. En termes politiques, en fait, c'est vrai que la situation politique, elle est quand même assez lunaire, parce que Macron, il a pris 2 fessées électorales en juin et juillet, 14% aux élections européennes, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas la voix d'un Français sur 7, 20% aux législatives, où il y en a certains qui sont revenus un peu voter vers Macron, mais ça reste quand même extrêmement faible. Oui, puis surtout qu'ils sont venus voter pour faire barrage. Ils sont pas vus, ils ont pas. Voilà, Alors, les surplus moi, de je voix, parlais il du est. premier tour. Ah oui, pardon, effectivement, oui, oui. Vous avez raison, Valentin. Mais sur le premier tour, où c'est la réalité, il a 20%. Et en plus, avec la manœuvre de barrage, qui est tout à fait juste, ils ont fait une manœuvre, on fait un front républicain contre le Front National, ils ont réussi à sauver les meubles. C'est-à-dire que normalement, ils devaient avoir entre 40, 50, 60 députés au maximum. Ils ont réussi à avoir 160 députés. Donc, être le deuxième groupe après le nouveau Front populaire qui, lui, a 190 députés. Mais la logique, finalement, c'est que ces gens s'allient contre le Front National, ils devraient faire un gouvernement ensemble. Hein. Ils sont alliés aux élections, ils s'allient au gouvernement. Bah, pas du tout. En fait, on n'entend pas du tout parler d'alliance entre le nouveau Front populaire et les macronistes, pour une raison évidente, c'est qu'il y a une incompatibilité totale des programmes. L'un fait baisser les salaires et la protection sociale, l'autre veut faire augmenter les salaires, le SMIC de 10% et la protection sociale. Donc on se retrouve avec une situation lunaire parce qu'en fait, il n'y a que des impossibilités de gouverner. Un gouvernement Nouveau Front Populaire seul, c'est 190 députés, on peut leur laisser la main. Hein. Ils peuvent essayer, mais ils auront une motion de censure extrêmement rapide en un mois. Macron qui joue, lui, à j'ai gagné les élections, finalement, bah, il peut aussi vouloir faire un gouvernement Macron-LR, il aura 210 sièges au maximum, il a l'air d'être tenté par ça, il aura une motion de censure extrêmement rapide, il sera très très loin de la majorité. En fait, tout tourne autour d'un vilain petit mensonge, c'est que finalement, Macron veut faire revenir le Parti socialiste, le sortir de l'alliance qui lui a donné 70 députés. Je rappelle que le Parti socialiste, c'était rien aux élections de 2022. Anne Hidalgo avait fait 2%. Le Parti socialiste, c'est 2% aux élections présidentielles. Là, d'un coup, ils ont réussi à avoir 70 députés, donc à renaître de leur sang, le Parti socialiste. Mais c'est grâce au nouveau Front populaire. Sans nouveau Front populaire, le Parti socialiste aurait eu 10, 15 députés. Donc le truc, c'est ça. Claire, qui étaient des alliés implicites des macronistes pendant les élections, sans le dire. Le PS, finalement, qui était plutôt contre Macron, allié de deuxième tour éventuellement. En fait, toute l'alliance de la gauche, cette arnaque qui est en préparation. Alors moi, je ne sais pas, ça m'intéresserait d'avoir de votre avis. Moi, je ne suis pas du tout sûr que ce soit possible, parce que il faudrait quand même former un gouvernement avec le PS, LR, les macronistes. Ça veut dire que ces gens-là prennent des risques, le PS et LR, avec un Macron totalement usé, euh, plus l'obligation de suivre, on en parlera peut-être, de la procédure de déficit excessif de l'Union européenne, ce qui veut dire que l'Union européenne va avoir sans avoir de gouvernement.
avec un risque de sanction des élections. La seule combinaison qui marche, c'est 160 députés macronistes, 50 députés LR, 70 députés PS. Là, on est pratiquement à la majorité, donc c'est pas trop, il n'y aura pas trop de risque de motion de censure. Mais est-ce que c'est possible? Franchement, j'en doute. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Valentin. Oui. Bah, c'est vrai que le problème, c'est déjà faire exploser le Front populaire, puisqu'ils ont l'air d'être quand même assez... ils tiennent à cette alliance, en tout cas. Et puis surtout, des gens qui ont un minimum de calcul politique, je ne vois pas l'intérêt qu'ils ont à gouverner avec Macron, qui, selon toute vraisemblance, est censé en tout cas laisser le pouvoir en 2027, et qui est plus détesté que jamais, et qui reste plus détesté que jamais, malgré cette espèce de victoire qu'il essaye de présenter aux Français. Donc effectivement, on a une situation qui est complètement qui m'a l'air irrésolvable, qui a l'air en plus d'être voilà, on ne sait même pas qui peut être Premier ministre dans cette configuration. Et puis, bah, il y a ce budget 2025 à boucler, cette procédure de déficit de l'Union européenne qui va arriver. On se demande finalement pourquoi Macron n'a pas tout fait pour laisser le pouvoir au RN. Là, en termes de stratégie cynique pour Macron, ça aurait été une manière d'humilier le RN et de présenter le RN comme véritablement incompétent. Et là, on se dit... Ça, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Et justement, il y avait eu des échos dans les journaux Oui, allemands, les journaux classiques allemands, effectivement, et au groupe de la CDU, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser gagner le RN, comme ça, on va leur donner la patate chaude et on va les cramer au gouvernement avec un déficit public hyper élevé, le monitoring par l'Union européenne pour déficit excessif, et donc on va les cramer, on gagnera les élections de 2027. On a l'impression qu'il s'est ravisé en cours de route et qu'il a changé de stratégie. Ça, c'est c'est tout ça. à fait juste, Et quoi. c'est bizarre, et c'est surtout, je ne vois pas ce que... Là, le problème, c'est que plus la majorité qui va constituer va être large, plus il y a de gens qui vont s'humilier avec lui dans le chaos annoncé. Donc, je ne vois pas qui voudrait monter sur un navire qui est en train de couler, que tout le monde voit fuir de tous les bords, et qui en même temps doivent préparer les élections présidentielles pendant 3 ans. Et le seul parti qui va être, on va dire, qui va avoir les mains propres dans tout ça, ça va être le RN. Alors, voilà, je sais pas si c'est de la navigation à vue, si c'est ou alors s'il nous réserve encore un coup de derrière ses fagots, dont il est si friand. Mais voilà, on nage pour moi en tout cas en pleine incompréhension. Alors j'ai pas toutes les clés, mais c'est quand même assez bizarre. Et puis voilà, Je suis d'accord. Et d'autant plus. alors, la seule chose qui serait logique de la part des oppositions, s'ils avaient un tout petit peu de courage, c'est de dire finalement, Macron a voulu clarifier la situation, remis des élections, et il a encore plus opacifié. Voilà. Il n'y a aucune majorité possible. Donc, si le nouveau Front populaire, il n'y a plus de majorité possible. Et donc, bah, la seule solution possible, finalement, c'est la démission de Macron, refaire des élections présidentielles, et après ça, refaire des élections législatives, parce que si un président est élu, il peut changer la Constitution très facilement. Il fait un Voilà. référendum, il demande à ce qu'on puisse dissoudre avant un an dans des cas particuliers, et puis c'est terminé, on refait des élections et on a un gouvernement. Est-ce que les oppositions auront ce courage, seront dans la clarté ou joueront dans nos troubles avec Macron? On a peur, franchement, qu'ils jouent en nos troubles avec Macron En, parce qu'ils l'ont fait très souvent. Voilà, quand on voit le théâtre antifasciste de LFI qui est plus préoccupé par le fait de faire des chifoumi avec les députés RN que de vraiment vouloir proposer une alternative logique pour ce pays, on peut en douter. Mais c'est vrai que pendant un an, puisque Macron ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale pendant un an, ça va être extrêmement compliqué. On n'a pas, voilà, j'ai aucune clé pour savoir ce qui nous attend d'ici un an. Surtout que il y a ce contexte, et là je renvoie tous les auditeurs à un article justement, Philippe Murer, que vous avez écrit vous sur le site du mouvement politique citoyen, un article très récent qui s'appelle L'impasse économique de la France et qui explique bien cette dette française qui a explosé et qui fait que nous ne sommes pas sûrs du tout de pouvoir trouver un accord viable pour le budget 2025. On revient d'ailleurs au ce système financier économique où on crée de la croissance artificielle à partir de la dette et en fait à force de vouloir
par idéologie, être toujours dans la mondialisation heureuse et dans l'Europe, et ben on finit par détruire le tissu industriel français, donc détruire notre souveraineté, notre manière d'être résilient face au chaos du monde actuel. Et ben on se dit qu'on est un pays de plus en plus démuni, avec un appareil industriel, un appareil de souveraineté complètement détruit, avec un chaos politique là où on ne sait pas, en tout cas avant un an, on n'a aucune manière de sortir une clarification de cette situation. Donc on a l'impression d'être pieds et poings liés devant le bon vouloir, et là on va pouvoir venir sur ce sujet que vous vouliez aborder, devant le bon vouloir de l'Union européenne, de Bruxelles, et puis de cette procédure en déficit qui fait que on n'a aucun moyen de se défendre concrètement, ni par nos élites, ni ailleurs, par rapport à cette procédure de déficit. Tout à fait, parce qu'en fait, la France a 5,5% de déficit. Et l'Union européenne a décidé qu'elle va monitorer le déficit français, elle va le faire baisser, comme elle avait fait baisser en Grèce. Alors, la France est dedans, mais il y a d'autres pays. Il y a l'Italie, notamment, qui a, si je ne me trompe pas, 7% de déficit public en 2023. Et n'oublions pas que l'Italie, en plus, elle bénéficie du plan de relance de 200 milliards d'euros. Donc, je ne vous dis pas quand le plan de relance européen sera terminé, qui permet de relancer un peu l'économie italienne, qu'est-ce qui va se passer dans l'économie italienne? Ça va être la bérésina. Ceux qui croient que l'Italie, ça marche bien, ils vont vite voir que les problèmes sont encore plus importants en France. On a un gouvernement qui ne va pas être libre du tout, qui va être sous tutelle de l'Union européenne. Donc ceux qui vont vouloir être dans le gouvernement dans ces conditions sont vraiment des masochistes, puisqu'ils vont être obligés de faire les ventriloques de l'Union européenne et d'appliquer des politiques de coupe dans les dépenses publiques complètement folles, ou de hausse des impôts, pour pouvoir réduire le déficit. Et là, on se retrouve dans un problème absolument insoluble. Ce que j'explique dans l'article, justement, c'est qu'on est dans une impasse économique. Oui, mais c'est un pays vraiment qui est mal barré en ce moment. On est au bord de la récession, comme tous les pays européens. Et ça fait 4 ans qu'on n'a pas de croissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on coupe dans les dépenses publiques ou on augmente les impôts, on va se retrouver immédiatement avec une accélération de la baisse de la croissance et une récession assez importante. À ce moment-là, ça veut dire moins de recettes fiscales. Donc, même si vous coupez de 20 milliards d'euros dans les dépenses publiques, vous allez recettes fiscales en moins. Et donc, vous allez retrouver avec un déficit public qui, au lieu d'être réduit de 20 milliards, sera réduit de 5 milliards. Donc, vous créez les dépenses publiques en les coupant, vous aurez créé, en fait, extrêmement peu, vous aurez très peu baissé le déficit. Donc, il faudra aller très, très loin dans cette politique-là pour arriver à réduire le déficit public dans ces conditions. Toutes choses égales par ailleurs. Je rappelle qu'en Grèce, entre 2009, fin 2009 et début 2012, 20%. On a coupé dans les dépenses publiques de façon tellement violente avec ces mécanismes-là que pour réduire le déficit public de 10 à 4%, on a baissé de 25% le PIB. Ce qui veut dire 25% le revenu, en gros, de tous les Grecs. Une catastrophe. Le problème, c'est qu'on est dans l'impasse, parce que si on ne coupe pas dans les dépenses publiques qui sont très élevées et dans le déficit, 6-7% de déficit public. Et à 6-7% de déficit public, les marchés financiers ne nous prêteront plus. On se retrouve dans une crise de confiance des marchés financiers sur la dette française. Et de ci là. Donc il n'y a aucune chose, c'est de complètement changer de système économique, revenir à un où on reconstruit l'appareil productif, donc il faut sortir il faut tout faire pour les classes populaires, moyennes, Alors, problème d'impossibilité pour les élites, puisque les élites, entre guillemets, de la France ont tout joué sur l'Union européenne et la mondialisation qui nous ruine. Jamais. Ils ne l'accepteront jamais. Je veux dire, ils se voilà. Philippe Murer, on a quelques soucis à comprendre votre son, là j'ai l'impression. En tout cas, on a bien compris que ce système nous mène dans une impasse, que les élites ne voudront jamais sortir de ce système européiste, elles bénéficient, c'est leur seule manière de rester au pouvoir, hein, sinon leur trahison et leur fatuité sera mise au grand jour. Donc c'est leur seule manière, c'est la seule manière pour elles de rester au pouvoir.
On va quand même essayer de jouer les pronostiqueurs. Est-ce que vous voyez, vous, même un Premier ministre qui pourrait, ne serait-ce que ne pas être renversé dans les 6 prochains mois par le gouvernement? Parce que c'est quand même la première étape pour essayer de trouver une solution, c'est de réussir à avoir un gouvernement stable. Là, pour l'instant, on a l'impression qu'on n'a aucune solution. Ou est-ce que vous voyez au contraire, est-ce qu'on ne sait jamais, hein, est-ce que ce système, cette impasse, peut conduire Macron à à partir avant la fin, puisque je vois, c'est le dernier fusible, c'est la dernière soupape démocratique qui peut réussir à faire bouger les lignes et à trouver une clarification. Là, il a tout fait pour opacifier les choses, comme vous l'avez très justement dit. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, Macron qui pourrait démissionner d'ailleurs pour peut-être revenir puisque en 2027, voilà. Est-ce que vous voyez des prévisions à ce niveau-là? Alors, s'il démissionnait, il y aurait de nouvelles élections, donc il reviendrait plutôt en 2000, non, en 2024 et 5 2029. C'est possible, mais je pense pas, vu le démissionner comme ça. Je pense que ça va être très dur. Il va tout essayer, il va essayer de dire, bon, bah, soyons raisonnables, la France a trop de déficit public, mais un gouvernement technique. Et puis qui va gérer la France, je pense qu'il va tester, il va tenter quelque chose comme ça. Tout va dépendre du degré de résistance des oppositions. Si les oppositions se comportent comme des serpents, elles seront traitées comme des serpillères par avoir les électeurs qui seront complètement chantés. On ne sera plus du tout en démocratie. Macron mettra un gouvernement technique. Si les oppositions, on aura quelque chose de beaucoup plus fort. Un Macron, au minimum cette alliance-là. Là, on est quasi majorité. Si on prend loin des Verts, on est à la majorité. Ils peuvent tenir, mais tenir de destruction et de mort de l'économie. Hmm. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Ça me paraît évident, mais franchement, le niveau de lâcheté des oppositions françaises. Effectivement. Alors merci pour ce tour d'horizon, Philippe Murer, politico-financier qu'on a fait ensemble pendant 40 minutes là. Je vais vous demander quand même une dernière réaction. C'est ce sujet qui enflamme les réseaux sociaux, cette actualité britannique, puisque donc on a eu après le meurtre de 3 fillettes par un jeune Rwandais. Enfin, en tout cas, un jeune de nationalité britannique, mais de parents rwandais. Les rues se sont enflammées en Grande-Bretagne. Il y a eu des manifestations de nationalistes qui en ont marre en fait d'une manifestation populaire pour dénoncer l'immigration, le ras-le-bol lié à l'immigration, puisque la Grande-Bretagne est aussi touchée par des phénomènes migratoires et d'insécurité assez intenses. Et on a eu cette réaction du gouvernement récemment travailliste récemment élu et de la police qui s'en prend aux manifestations sans jamais mettre en cause les masses musulmanes qui répriment aussi les manifestations aux côtés de la police et qui font, qu'on a vu des vidéos, voilà, qui font des chasses aux blancs dans les villes, dans les rues anglaises. Alors qu'est-ce que ça dit aussi? Là aussi, on a l'impression d'assister à une guerre en fait déclarée entre les élites et leur peuple. C'est vraiment ce qui saute aux yeux. Et là encore, on ne sait pas. On pensait que l'Occident était le grand paradis démocratique pendant 30 ans, là, depuis les années 90, et on voit aujourd'hui ce qu'il en est vraiment de cette écoute du peuple et des contre-pouvoirs qui sont complètement absents maintenant en Grande-Bretagne et de cette fuite en avant des élites et de la caste. C'est quand même un immigré rwandais de 17 ans parce que alors, il faut éviter de le prendre pour soi et se blinder au niveau des émotions, parce que c'est quand même la pire histoire qu'on ait jamais Mm. vue en Occident. C'est-à-dire que c'est un immigré qui arrive dans une salle de danse où des gamines de 6, 7, 8, 9 ans dansent autour ils font de la danse autour de Taylor Swift, autour de la musique de Taylor Swift. Il couteau 10 gamines et il en laisse 3 mortes, Mm. massacrés, couverts de sang, mais c'est terrifiant, quoi. Je veux dire, c'est du crépole bien, dans un contexte énormément d'attaques au couteau déséquilibré.
Alors, Philippe Murat, j'ai l'impression que votre son est de plus en plus compliqué à capter. Je ne sais pas si vous avez une solution à court terme là. Rien changé du tout, Ah, vous quoi. avez Je rien suis changé. En désolé. tout cas, ça coupe. Voilà, je suis désolé. Donc, on entend malheureusement plus que la moitié que ce que vous dites. Je vous propose d'en terminer là parce que l'entretien était quand même très riche et puis on a quand même compris tout votre propos jusque voilà, il y a 3-4 minutes où ça a commencé à être un peu plus compliqué. Je vous propose malheureusement Ça voilà, va. de clôturer là, mais en tout cas, merci beaucoup. On a très bien compris le danger qui nous guettait, à la fois sur les marchés financiers, sur évidemment le chaos politique français, cette impasse politique française qui nous paraît à nous deux indépassable après, parce que d'autres ont des solutions. D'ailleurs, vous pouvez vous exprimer en commentaire sur ce qui peut arriver dans les prochains mois. Merci en tout cas Philippe Murer. Je rappelle que vous êtes économiste, que vous êtes spécialiste des questions de l'énergie, que vous avez travaillé sur les marchés financiers, donc que vous êtes très bien placé pour parler de cette crise. Et puis bah, nous, rendez-vous demain à 18 h également. On aura l'occasion, la joie d'interviewer Jean-Michel Salmon sur justement cette actualité britannique. On va revenir longuement dessus, sur le narratif complètement décalé des médias français face à effectivement l'horreur dont parlait Philippe Murer à l'instant, qui est d'arriver dans une salle, pour un migrant rwandais, d'arriver dans une salle de danse et d'avoir poignardé 10 gamines. Voilà, on a entendu que Philippe Murer disait que c'est du crépol en 10 fois pire. On est bien d'accord. Merci en tout cas Philippe Murer. Et puis bah, aux auditeurs de Toxin, très bonne soirée. Et ne vous en faites pas, Toxin reste avec vous pour suivre l'actualité pendant ces deux premières semaines d'août. Au revoir. Merci à tous.